Bonjour, good morning everybody. Bonjour à tous et à It's toutes. always nice to be in C'est Paris. toujours un plaisir The d'être à weather is Paris. Le temps est merveilleux. I love this city. It's my J'aime wife's cette ville. favorite city. C'est la ville préférée de mon épouse à travers le monde entier. I'm going to start on a Je somber vais note. commencer sur une note assez sombre. GDP Le PIB is slowing ralentit in every region dans of toutes the les world. régions du Everywhere. monde, partout. Productivity La is productivité waning in every diminue single region of dans the toutes world. les régions du monde. Unemployment is high Le chômage in est every region of the élevé world. dans toutes les régions du monde. We are beginning to Nous glimpse commençons à a long entrevoir sunset un for one of the great crépuscule economic eras d'une des in world grandes ères history. économiques de l'histoire mondiale. But we're also Mais beginning nous to see commençons the également à sunrise voir of a completely new economic l'aube paradigm. d'un nouveau modèle It's économique going to fundamentally qui va transform fondamentalement our way of transformer life notre façon de in the vivre next 20 au years. cours des 20 années à venir. To understand the Pour crisis and the comprendre la opportunity, crise et les occasions we qui se need to have a présentent, fix il faut avoir on how the véritablement great economic un paradigm shifts point occur in sur history. savoir comment les grands changements If we know how they économiques occur, arrivent dans l'histoire, we se can produisent get dans a l'histoire. roadmap Si on sait in comment ça se France produit, and on peut around the avoir une world carte so en we can France, navigate our un way chemin pour into pouvoir this new naviguer journey en for the human France, à race. l'étranger, à travers le monde, pour le nouveau We've had voyage de 7 l'espèce great humaine. economic Il y a paradigms eu in 7 history. modèles économiques dans l'histoire. They share a 7. common denominator. Ils ont un dénominateur commun. At a certain moment À un in certain time, moment dans le temps, 3 defining 3 technologies emerge technologies and émergent converge et convergent to create what we call pour créer in ce qu'on engineering appelle a en general ingénierie purpose technology platform, une an technologie infrastructure tout-terrain, that changes une our infrastructure temporal-spatial qui change orientation, notre the way orientation we organize spatio-temporelle, economic la façon activity dont with on each other organise and the l'économie natural world. avec nous, What nos are those 3 semblables et le defining monde. technologies? Quelles sont ces 3 technologies? Number 1, new communication Premièrement, technologies to nouvelles more technologies de la efficiently communication manage pour the economic activity. gérer les activités économiques. Number 2, Numéro 2, new sources of de energy nouvelles to sources more d'énergie efficiently power the pour economic pouvoir activity. donner un moteur Number à 3, cette économie. Numéro New 3, modes of nouveaux modes transportation de to transport more efficiently pour move the pouvoir economic activity. faire bouger les activités économiques When d'un point à un communication autre. technologies Quand la communication et la converge technologie with new convergent sources of avec de nouvelles energy sources and new d'énergie modes of et de nouveaux transportation modes and de logistics, transport et de they logistique, fundamentally à ce alter moment-là, cela change the way we totalement manage, la façon dont on power, gère and move economic activity dont across on the value chain. énergise et dont on Let me give transporte an example. les 2 objets examples. finis. 2 exemples. First industrial revolution, Première 19th révolution century, industrielle, second 19e industrial siècle, revolution, 20th century. deuxième révolution The Brits industrielle, led us into the 20e. first industrial Les Britanniques revolution. nous ont They présenté la moved us première from révolution manual printing presses et nous ont to fait a new passer invention, des presses à main à une nouvelle steam-powered printing. invention, les presses Big à leap vapeur, forward in productivity. grand pas en avant dans la Then productivité. the Brits laid off the Et telegraph puis, system across les the UK. Britanniques ont mis un système télégraphique à travers tout le Royaume-Uni. The steam power printing and telegraph converged Le with a new télégraphe energy et la called presse cheap coal à in Britain. vapeur And a then the convergé British created avec an invention, the le steam charbon engine, à bon to marché. harvest that energy. Et puis, on a créé le Then they moteur put the steam à engine vapeur on rails. pour pouvoir Locomotives. Here we produire. are. Et puis, Very on a mis fitting. les locomotives mues And par la those vapeur. locomotives Et allow ces us to locomotives create nous national permettent de markets, créer des urban marchés life, nationaux, change une our vie temporal urbaine, spatial orientation, changer notre communication, energy sensation et notre façon de 20th voir century, l'espace et le second temps. industrial revolution, the United 20e States. siècle, Centralized deuxième révolution industrielle, electricity électricité centralisée qui nous a donné And le this was a téléphone huge aussi. leap Et forward c'était in communication. un saut en avant dans la communication. Everyone Tout le communicating with monde everyone pouvait at the speed of communiquer light. avec n'importe qui à la vitesse de la Later, radio and lumière. television. Plus tard, la radio, la These télévision. communication media Ces moyens de communication, ces converged médias in the ont United convergé States with cheap aux Texas États-Unis oil wells, avec powered by a German invention, the internal combustion le engine. moteur à combustion interne Henry et le Ford pétrole à bon put marché. Et everyone on the Henry roads, Ford a mis tout le cars, monde sur la buses route. and trucks. Les voitures, And we went les camions, from dense les bus. urban On est environments passé d'un to environnement urbain distributed dense metropolitan and à des suburban métropoles environments. distribuées, les banlieues. The second industrial revolution took La us deuxième to the révolution 20th industrielle century. nous a fait rentrer dans le XXe It siècle. peaked in July Le pic a 2008. été en juillet You 2008. remember that month, Si vous vous souvenez de ce Brent mois, crude oil
le pétrole, le baril de pétrole est arrivé à $147 le baril. Et quand ça s'est produit en juillet 2008, le pouvoir d'achat s'est écroulé à travers le monde. C'était le tremblement de terre économique. La chute des marchés économiques 60 jours après, c'était un second choc. Nous sommes maintenant dans le crépuscule de la seconde révolution industrielle, basée sur les communications centralisées, les économies fossiles, l'énergie nucléaire et le transport par la route et le chemin de fer. La raison, c'est que tout dans cette seconde révolution industrielle dépend de l'énergie fossile. Les pesticides, les engrais, les matériaux de construction, les pharmaceutiques, les médicaments, tout est fait à partir d'énergie fossile. Tout cela, la chaleur, l'électricité, le chauffage, tout cela vient de l'énergie fossile. Donc, tous les prix ont commencé à augmenter. Et à $147 le baril, les consommateurs ont arrêté d'acheter. Tout a cessé d'être vendu. On n'a plus vendu de maisons, on n'a plus vendu d'entreprises, on n'a plus vendu de produits. Je vais partager une anecdote avec vous. Quand Angela Merkel est devenue chancelière, elle m'a demandé, dans les premières semaines de son gouvernement, de venir et de répondre à cette question. Comment faire croître l'économie allemande? La première chose que j'ai demandé à la chancelière en arrivant à Berlin, c'est « Madame, comment voulez-vous faire croître l'économie allemande ou l'économie de l'Union européenne ou du monde ?» Au dernier moment d'une ère économique, quand les énergies sont, la technologie basée sur ces énergies ne peut plus fonctionner puisqu'il n'y a plus d'énergie. Et les infrastructures sont vieilles. Cette première journée, avec la chancelière, on a mis en place l'architecture pour une nouvelle convergence de la communication, de l'énergie et des transports, une troisième révolution industrielle. À la fin, finalement, la chancelière m'a dit, « Jérémy, nous aurons ce que vous venez de décrire pour l'Allemagne. » Et vous voyez ce qui s'est passé en Allemagne au cours des 10 dernières années. Voici une nouvelle convergence, la troisième révolution industrielle, l'Internet de la communication. On a tous nos smartphones, nos portables. L'Internet de la communication est devenu mûr depuis la naissance, il y a 20 ans, du World Wide Web. Mais cet Internet de la communication est en train de converger en Allemagne, et on commence à le voir avec la nouvelle direction chinoise. Cet Internet de la communication est en train de converger avec un système numérisé, renouvelable d'énergie, et un système numérisé, dirigé par GPS et sans conducteur de la transport. Ces trois Internets, c'est ce qu'on appelle l'Internet Plus en Chine. C'est un super Internet, communication, énergie, transport, entièrement numérisé. Et c'est le noyau, le cœur d'une nouvelle plateforme qui s'appelle l'Internet des objets. Nous connectons des capteurs à toute machine, tout équipement, et ces capteurs sont en train de surveiller en temps réel l'économie et les données économiques à travers toute la chaîne de valeur. Il y a 40 milliards de capteurs. Vous savez, on a des capteurs qui vérifient la croissance des plantes dans les champs, qui renvoient exactement les données vers des modules d'énergie et de transport et de communication. Il y a des capteurs dans les entrepôts, dans les centres de distribution, dans les ports. Nous avons des capteurs dans les maisons connectées, dans les voitures, dans les magasins de détail qui envoient des données en temps réel à travers tout le système. En 2030, chaque machine sera reliée à une autre machine et reliée aux êtres humains. Nous sommes en train de connecter l'espèce humaine avec un cerveau extérieur. Les avantages sont énormes parce que pour la première fois dans l'histoire, l'espèce humaine peut en fait collaborer entièrement sur le plan économique, social et politique et éviter tous les intermédiaires et réfléchir comme une famille humaine dans toute notre diversité. Mais quand on parle de tout et connecté à tout,
il y a une sonnette d'alarme qui retentit. 100 milliards de capteurs. Qu'en est-il de la neutralité de l'Internet? Comment s'assurer que les gouvernements ne vont pas tenter de mettre la main sur cette chose-là pour leur propre but? Comment s'assurer que les industries ne vont pas vouloir monopoliser cela pour des buts commerciaux? Comment protéger la vie privée, la sécurité des données? Comment est-ce que l'on peut éviter le cybercrime, le cyberterrorisme et la rupture avec notre environnement? Ce sont des problèmes très importants. On va avoir une lutte politique pendant un siècle au moins pour s'assurer de cela. Mais supposons ce matin que nous serons capables de pouvoir relever et régler ces problèmes, le côté sombre de ces questions. J'espère qu'on va pouvoir le faire, ça va être un défi. Voici ce que cette plateforme de l'Internet des objets pourrait signifier pour un monde numérisé vert. Toute personne dans cette pièce a une chaîne de valeur, que vous soyez une famille, une TPE, une PME, une société de transport, tout le monde a une chaîne de valeur ici. Et tout au long de la journée, nous sommes en train de faire bouger l'activité économique, on stocke de l'économie, on produit de l'activité, on consomme de l'activité et on la recycle. C'est la chaîne de valeur. Ce que ça signifie, c'est que nous avons 3 milliards de gens qui sont connectés à l'Internet et vers l'Internet émergent de l'Internet des objets. 3 milliards. Je viens de rentrer de Chine et j'ai passé du temps avec le vice-premier ministre Wang Yang, qui est le vice-premier ministre en charge de l'économie. Il a dit, Jérémy, nous avons maintenant un smartphone qui coûte $25 avec plus de puissance informatique que celle qui a envoyé les astronautes sur la Lune. Donc tout le monde sera relié sur cette plateforme de l'Internet des objets. Tout être humain sur Terre. Ce qui signifie que chaque personne ici, si vous êtes une PME, si vous êtes une association sans but lucratif, si vous êtes un gouvernement, vous pouvez monter sur cet Internet des objets et avoir une image de bout en bout de ce qui se passe dans l'économie mondiale. Si nous pensons que l'affaire Snowden était importante, parce qu'elle a montré des documents gouvernementaux, mais ce n'est pas tout. Même les gouvernements n'ont pas cette information que nous avons maintenant. Ça signifie que chaque être humain à un coût quasiment zéro, peut être un acteur. Nous pouvons démocratiser la vie économique. Nous pouvons étendre l'esprit d'entrepreneur vers un entrepreneur social au cours de la génération à venir. Et ça commence déjà. Disons que vous êtes une PME, une PMI, ou que vous êtes la SNCF, par exemple. Vous pouvez monter sur cet Internet des objets tout de suite et avoir votre part, prendre ce que vous voulez des données dans la chaîne de valeur, prendre vos valeurs, vraiment prendre toute cette partie qui vous est importante. Vous pouvez utiliser votre propre analyse, vos propres algorithmes et vos propres applications pour pouvoir extraordinairement accroître votre efficacité à chaque étape de la conversion de votre chaîne de valeur et en retournant vers vos données pour pouvoir accroître votre efficacité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec vos algorithmes, vos programmes, pour accroître votre productivité, réduire vos coûts marginaux pour pouvoir rester compétitif à un coût marginal très faible dans l'économie numérique. Certains de vos coûts marginaux vont arriver à zéro. Donc, beaucoup de biens et de services seront produits et partagés à l'extérieur du marché parce qu'ils seront abandonnés, parce qu'ils n'auront plus de valeur. Et nous serons dans la nouvelle économie de partage et dans les communaux collaboratifs. On entend beaucoup parler d'économie collaborative. Qu'est-ce que ça veut dire, économie collaborative? Le capitalisme a donné naissance, son premier enfant, ça donne naissance à une progéniture qui s'appelle l'économie de partage. Et l'économie de partage fleurit à côté des parents, à côté du capitalisme. C'est le premier système économique qui entre sur la scène mondiale depuis le socialisme et le capitalisme début du 19e siècle. C'est très jeune, mais c'est un changement
historique. Et comme toute relation parent-enfant, le capitalisme père cherche une voie pour s'ajuster à cet enfant, pour que cet enfant se transforme, pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse mûrir, trouver sa propre identité. Mais comme vous le savez en tant que parent, un enfant transforme les parents aussi. Et dans ce cas, le capitalisme va être fondamentalement transformé par l'enfant à quel il a donné naissance. L'économie de partage. Le parent, le capitalisme, va devoir s'ajuster et trouver de la valeur et devenir un partenaire de cet enfant, et pour qu'il puisse fleurir côte à côte. Nous voyons déjà un système économique hybride, une économie d'échange et un marché capitaliste. Économie de partage et l'économie collaborative. En 2050, le capitalisme sera toujours présent, mais je crois qu'il sera complètement transformé. Ça ne sera plus l'arbitre ultime de la vie économique. Il va falloir partager la scène avec son enfant qui a mûri. L'économie de partage. 2 systèmes économiques, 2 choix, 2 options pour vos enfants. Ça a déjà commencé. Nous avons déjà vu l'impact du coût marginal zéro avec la numérisation du premier Internet. Nous avons déjà les preuves. Le premier des 3 Internets, l'Internet des communications, à côté de l'énergie et des transports. L'Internet de la communication, la numérisation nous a permis de contourner tous les intermédiaires et de réduire les coûts marginaux à quasiment zéro. Donc ce matin, nous avons 3 milliards de prosommateurs. Il y a toujours des vendeurs, il y a toujours des acheteurs, il y a des propriétaires et des travailleurs. Ça ne va pas disparaître. Mais il y a une nouvelle catégorie, les prosommateurs, qui produisent et partagent des services et des biens dans l'économie de partage les uns avec les autres, en contournant tout le système à un coût marginal zéro. Exemple. Là, nous sommes dans cette salle. Il y a des millions de personnes qui produisent leur propre musique et qui la partagent sur le web à un coût marginal quasiment zéro. Si vous produisez de la musique, que vous le partagez avec une personne ou avec 1 milliard sur le web, le coût est le même, c'est quasiment zéro. Il y a des millions de jeunes ce matin qui sont en train de produire et qui partagent leurs vidéos sur YouTube, source ouverte, pas de copyright, les uns avec les autres. Et que vous envoyez cette vidéo à une personne ou à 1 milliard de personnes, le coût sera le même, quasiment zéro. Il y a simplement besoin de nos smartphones et d'un fournisseur de services. Il y a des millions de jeunes ce matin qui produisent et partagent leurs blogs, leurs médias sociaux à un coût marginal zéro. Et ils partagent aussi de l'information et du savoir à un coût marginal zéro. C'était sur Pirate Bay, par exemple, mon livre. Et mon livre était partagé avant même qu'il soit sur Amazon. Il y a 6 millions d'étudiants qui suivent des cours de fac enseignés par les meilleurs profs, les meilleures facs. Et ça a coûté $20 000 pour créer un cours, mais que vous envoyez ce cours à une personne ou à 1 milliard de personnes, le coût d'envoi sera quasiment zéro, gratuit. Et les étudiants reçoivent des diplômes. Donc on a vu certaines des plus grandes industries du XXe siècle intégrer verticalement des géants mondiaux qui ont été complètement en état de rupture. L'industrie de la musique s'est écroulée. Les journaux, les magazines sont en banqueroute et ils tentent de créer des blogs. Les éditeurs changent leur modèle et les jeunes sont sur YouTube et ils ne regardent plus la télé à la maison. Ils produisent et partagent entre eux dans l'économie collaborative. Beaucoup d'industries ont été en rupture. Il y a des milliers et des milliers de nouvelles entreprises, la plupart capitalistes, beaucoup à but non lucratif, qui ont émergé. Et ce sont les entreprises qui agrègent cette économie collaborative sur le web. Ce n'est pas simplement Google, Facebook, etc. Il y a des milliers et des milliers de startups qui fournissent des applications, le contenu et qui partagent sur les communaux collaboratifs. C'est la démocratisation de la vie économique. Ça a commencé par la culture, le divertissement, les informations, le savoir. Tout le monde participe. Pensez à Wikipédia. Ici, tout le monde. Est-ce que quelqu'un, y compris moi, avions pensé que ça pouvait se produire? Le genre humain entier
contribue sans savoir à un coût marginal zéro sur un site à but non lucratif. Et c'est aussi bon que ces encyclopédies centralisées qu'on utilisait précédemment, parce que tout le monde est en train de vérifier ce que quelqu'un d'autre est en train de mettre sur le site. On pensait qu'il y aurait un firewall, un mur de feu, une muraille, et que le coût marginal zéro affecterait le monde de l'informatique. Oui, mais on ne pensait pas que ce coût marginal zéro allait traverser cette muraille vers le monde physique. Ce que je dis ce matin, c'est que ce firewall a été détruit. Et dans la communication de l'Internet converge maintenant en Allemagne, en Danemark un petit peu, en Chine aussi. C'est au début. L'Internet de la communication converge avec l'Internet de l'énergie renouvelable et un Internet des transports par GPS sans conducteur pour créer, si on veut, une occasion, une opportunité pour le genre humain de produire et de partager de l'énergie renouvelable à coût marginal zéro. Et pour toute une génération à venir, de partager des voitures dans un système automatisé sans chauffeur à un coût marginal zéro. Revenons à l'Allemagne. Que s'est-il passé depuis que la chancelière est au pouvoir? 27% d'énergie verte en ce moment en Allemagne. 35% d'énergie verte avant 2020. On va vers 100% d'énergie renouvelable, solaire, air et géothermique d'ici quelques années. Claude, on a regardé un petit peu quelles étaient les régions en Allemagne. Il y a des régions qui sont déjà à 100% de leur électricité renouvelable. Certaines produisent tellement d'énergie qu'elles doivent exporter cette énergie. Ce qui est intéressant sur cette nouvelle énergie, c'est que les coûts fixes de la génération de solaire et d'éolien, c'est sur véritablement une courbe exponentielle. Vous savez, moi je suis probablement la personne la plus âgée dans cette pièce. Quand j'étais un enfant, les ordinateurs coûtaient des millions de dollars et le patron d'IBM disait on n'en aura besoin que de 6 ou 7. C'est tellement cher. On n'a pas anticipé les courbes exponentielles avec la puce Intel. Donc, il y a 50 ans, aujourd'hui, c'est l'anniversaire, 50e anniversaire de la loi de Maurice. On peut accroître la capacité à moitié du prix tous les 2 ans. Donc, les Chinois maintenant ont un smartphone pour 25 dollars. On voit une courbe semblable sur 20 ans pour le solaire et l'éolien. Un watt solaire en 1970, un watt solaire en 1970 coûtait 150 dollars pour le produire. Aujourd'hui, c'est 65 centimes. Ça sera 36 centimes dans les 24 mois à venir. 150 dollars, 35 centimes. Ça va être aussi bon marché que les smartphones. Dans les 10-15 ans à venir, cette courbe ne va pas disparaître. Donc les sociétés de production d'énergie, dans mon groupe, il y a des sociétés de production d'énergie, de transport, compagnies de manufacture. Et je peux vous dire que les sociétés d'énergie, très tranquillement en Europe et aux États-Unis, très tranquillement, achètent des contrats à long terme pour le solaire et l'éolien à 4 centimes de kilowattheure. Ça y est, c'est fini. L'énergie fossile, ça n'existe plus. Il n'y a plus de discussion. Ils achètent des contrats parce qu'eux ont vu la courbe, 4 centimes le kilowattheure. Une fois qu'on a payé les coûts fixes de ces techniques solaires et éoliennes, le coût marginal en Allemagne pour 27% de l'électricité de cette énorme économie, 27% d'économie en énergie renouvelable a un coût marginal zéro. Parce que le soleil n'envoie pas de facture au gouvernement allemand. Le vent n'envoie pas de facture en Allemagne. La chaleur géothermique ne fait pas de facture non plus. Tout ça est gratuit. Il faut simplement que la technologie soit en état de marche. Imaginez quand l'Allemagne va passer à un réseau énergétique quasiment gratuit. Comment est-ce qu'un pays, sur une plateforme de la seconde révolution énergétique, pourra être en concurrence
avec l'Allemagne. Ce sera impossible. Ce n'est pas seulement l'Allemagne maintenant. C'est en Chine. Le nouveau Premier ministre, Li, moi j'étais très surpris parce qu'il a dit qu'il avait lu mon livre. J'ai regardé sa biographie, je crois que c'était une blague. Mais il avait lu le livre et il a donné des instructions, des ordres au gouvernement chinois pour mettre en place la troisième révolution industrielle. Après ma première visite en Chine, 11 semaines plus tard, il y a eu un programme de 4 ans pour mettre en place le réseau d'énergie numérisée pour que tout le monde puisse produire sa propre énergie. Qui produit la nouvelle électricité? Elle est partagée. Ce qui se produit ici, c'est que nous avons 4 grandes sociétés d'énergie, MW, E.ON et 2 autres. On pensait qu'elles étaient invincibles, c'était des géants intégrés. Que s'est-il passé au cours des 10 dernières années? C'est ce qui s'est produit avec l'industrie de la musique, de la télévision et de l'éditeur. Des millions de petits producteurs. À Danemark, c'était pareil. Des millions de petits joueurs, des petits acteurs se sont mis sur des collaboratifs énergétiques, c'est-à-dire ils ont géré démocratiquement des agriculteurs, des PME, des PMI, ont créé des coopératives d'électricité et tout le monde a reçu des prêts des banques pour l'énergie solaire. Pourquoi? Parce que les banques savaient qu'elles pourraient se repayer sur les économies d'énergie. Personne n'a été repoussé. On n'avait pas besoin du gouvernement ici. Donc la vaste majorité de cette nouvelle électricité est produite par des collaborateurs de coopératives qui renvoient de l'énergie au réseau. En fait, les grandes entreprises ne produisent que 30% ou 35% de l'énergie. Elles sont hors jeu quasiment, elles doivent changer la donne. Il y a quelques semaines, j'ai eu des discussions avec M. Tyson, le patron de E.ON, et j'ai mis en place un nouveau modèle pour lui. Et lui, il a fini par le faire il y a 3 mois. Le nouveau modèle, c'est celui-ci. Nous avons des millions de gens qui produisent et qui partagent de l'électricité, qui la revendent au réseau dans des coopératives. D'ici 5 ou 10 ans, ce sera des dizaines de millions. Dans 20 ans, des centaines de millions. Dans 25 ans, les jeunes vont le voir. Tout le genre humain va produire sa propre énergie, sa propre électricité. Chaque quartier, chaque bâtiment, ça sera facile à stocker. Produire l'énergie, stocker grâce aux piles à hydrogène et le renvoyer au réseau. Ça se produit. Donc, qu'est-ce qui va se produire avec ERDF, par exemple? Ce que nous avons dit, c'est que vous n'allez pas quitter la seconde révolution industrielle. C'est pas c'est une transition sur 30 ans. Donc les compagnies malignes doivent être à la fois dans la deuxième et la troisième révolution industrielle et faire une transition sur 30 ans, sur une génération. Ce que nous avons dit sur ces sociétés, c'est que votre nouvelle mission, c'est de vendre moins d'énergie. Et ce que vous allez faire en fait, c'est que moins d'électricité vous allez vendre, plus d'argent vous allez faire. Comment? Vous allez mettre en place des partenariats avec des milliers d'entreprises, sans but lucratif, à but lucratif, marché coopératif, marché capitaliste. Et vous allez gérer la chaîne de données de ces entreprises. Vous allez les aider avec les analyses pour créer des algorithmes, des applications, pour que ces milliers d'entreprises puissent accroître leur efficacité à travers toute la chaîne de données et qui pourront ainsi accroître leur productivité et réduire leurs coûts marginaux. Il y a des milliers de sociétés qui vont partager leurs bénéfices avec les grandes sociétés. C'est ce qu'on appelle le contrat de performance. Il y a plus d'argent à faire en vendant moins d'électricité et en aidant les petites sociétés à passer vers une énergie durable. E.ON a vendu, ont diminué leur activité en énergie fossile et partent vers le nouveau modèle. Ici, Suez fait la même chose. Lorsque M. Percheron, dans le Nord-Pas-de-Calais, ont pris cette décision, lorsqu'on a signé le contrat pour que la région Nord-Pas-de-Calais devienne cette première région à la troisième révolution industrielle. M. Bellon de ERDF m'a téléphoné et m'a dit « Moi, je veux bien faire partie de votre groupe dans le Nord-Pas-de-Calais.
Et puis j'ai eu M. EDF, M. Prolio, qui voulait discuter avec nous. On a passé 4 heures avec lui. Il a dit, on est avec vous dans le Nord-Pas-de-Calais. Et ils sont avec nous dans le Nord-Pas-de-Calais, sur l'île métropole, lorsqu'on met en place la première plateforme de l'Internet des objets, ils sont avec nous. GRDF aussi, Suez, ils sont là avec nous. Entreprise intelligente. Donc le marché capitaliste sera à côté de l'économie collaborative. Et la vie, comme on démocratise la vie économique, on ne va pas dire non à qui que ce soit qui peut venir nous aider. Donc, la réunion de l'énergie renouvelable et des communications rend tout cela possible. C'est important d'être dans ce lieu historique. Ça permet le troisième Internet des transports, des logistiques numérisé. La voiture était au cœur de la deuxième révolution industrielle. On a tout construit autour de l'automobile. La propriété de la voiture était le sine qua non de la propriété dans le marché capitaliste. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Le GPS et l'Internet du transport, et à travers la France, à travers le monde, les jeunes ne veulent plus être propriétaires de voitures. Vous savez, ça, c'était les papis et les mamies qui avaient 2 voitures dans le garage. Aujourd'hui, les jeunes passent de la propriété à l'accès à la mobilité. Et j'ai vu, par exemple, dans ce qui s'est dit tout à fait au début, j'ai entendu ces mots magiques, cette grande société de transport, SNCF, responsable d'Eurostar, qui passe de la propriété au service à la mobilité. C'est ce qui se produit de bout en bout. Donc les jeunes, ils veulent l'accès à la mobilité en partageant les voitures. Ils ne veulent pas posséder une voiture. Pourquoi? Ici, Autolib, par exemple, à Paris, c'est un modèle extraordinaire, avec Blabla et tous les autres Blablacar. On peut aller sur son smartphone, aller sur l'Internet de la communication, et immédiatement, vous pouvez être lié à un guide par GPS. Ça veut dire qu'on peut localiser quelqu'un qui peut vous transporter en moins de 90 secondes de là où vous êtes, il peut arriver. Et puis quand vous arrivez là où vous devez arriver, vous payez par PayPal. Les générations futures, ceux qui sont nés en 2000, ne seront plus propriétaires de voitures. Ils vont passer de la propriété vers l'économie partagée. Ça sera un hobby pour les collectionneurs, posséder une voiture. Ça ne reviendra jamais. Ça ne reviendra pas, propriété des voitures. Qu'est-ce que ça signifie? Quand on va vers un guidage par GPS et des systèmes sans chauffeur, vous pensez que c'est dans 20 ans? Regardez, l'État du Nevada vient d'autoriser à Daimler pour pouvoir des voitures sans chauffeur. Dans le Nevada, dès maintenant, ça va se développer dans les 20 mois à venir. Il y avait des problèmes en ce qui concerne la responsabilité civile, mais bon, ça va de l'avant. Pour chaque voiture partagée dans l'économie partagée, 15 voitures sont éliminées de la production. 15. Larry Burns, l'ancien vice-président de General Motors jusqu'à il y a 5 ans, a mené une étude sur Ann Arbor, dans l'Université du Michigan. Il a dit qu'on peut éliminer 80% des voitures maintenant, grâce au guidage par GPS, et avoir une meilleure mobilité, un meilleur marché. Maintenant, même maintenant, on peut éliminer 80% des voitures dans la ville. Si on extrapole l'étude, il y a 1 milliard de voitures et d'autobus sur cette planète qui nous font étouffer. Et c'est le numéro 3 dans les causes du changement climatique. Numéro 1, c'est les bâtiments. Mais on va réformer, rénover tous les bâtiments en France. 39 millions de bâtiments, 39 millions de bâtiments en Allemagne ont été transformés. Il faut transformer ces bâtiments pour les rendre efficaces et puis pouvoir y mettre l'énergie solaire et éolienne. Mais tout d'abord, il faut isoler les bâtiments. Vous savez, tous ces bâtiments qu'on a isolés en Allemagne, 9 sur 39 millions ont déjà été mis en place.
un nombre énorme d'emplois qui est généré. Donc on passe dans cette nouvelle ère où nous pouvons commencer à concevoir des transports d'une manière différente. Donc la cause numéro 1 pour le réchauffement climatique, c'est les bâtiments. On va les rendre efficaces, on va les remettre en état, mettre des gens au travail et on va les transformer en centrales de production d'énergie propre, renouvelable. Ça se produit déjà en Allemagne. Et la cause numéro 3, c'est les transports. Mais je voudrais vous dire quelques mots sur le numéro 2. Personne ne veut en parler. Même Al Gore ne veut pas en parler. C'est la production du bœuf, de la viande, de boucherie. C'est un tiers du réchauffement global. Personne ne veut pas en parler parce que ça voudrait dire qu'il faudrait transformer la chaîne de nourriture. La honte sur nous à cause de ça. Le numéro 3, c'est les transports. Regardez l'étude de Larry Bird. On va éliminer 80% des véhicules dans le monde au cours de la génération à venir avec le partage des véhicules. Les dernières voitures seront partagées. Elles seront électriques, comme Autolib le fait déjà. Ils sont vraiment en tête du changement. Ça sera partagé, ça sera électrique. Ça sera sur des piles à hydrogène et ça fonctionnera à un coût marginal zéro de l'énergie générée par le solaire et l'éolien à travers la France. Et il n'y aura pas de chauffeur. Très rapidement. C'est une révolution. Est-ce que ça signifie la fin de l'industrie du transport? Non. Comme les sociétés de fourniture d'énergie ont changé de modèle, eh bien les sociétés de transport vont changer de modèle aussi. Et peu à peu, l'industrie du transport va passer de la vente du produit, par exemple l'automobile, à en fait mobiliser les services de logistique. Et vous allez voir l'industrie du rail, l'industrie du transport, qui vont aider à gérer l'énorme système de routier, fluvial, par GPS et sans chauffeur. Ils seront donc aussi partenaires de ces changements. Nous ne faisons pas que partager notre information, notre divertissement, notre musique, nos vidéos, nos cours, nos MOOC et l'énergie renouvelable et les coopératives. On ne partage pas seulement nos véhicules, nous partageons aussi maintenant nos maisons. Le couchsurfing, Airbnb par exemple. Il y a des millions de jeunes qui partagent leur appartement, leur maison, à un coût marginal zéro. Si vous payez de toute façon votre loyer, que vous prêtiez votre chambre à coucher pour un week-end à quelqu'un d'autre, le coût marginal de le faire est quasiment zéro, puisque de toute façon vous payez les coûts fixes. En 2012, Airbnb à New York a éliminé 1 million de nuits d'hôtel, puisque tout le monde partageait les appartements. Et on commence à partager d'autres choses également. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le partage des jouets. Je n'aurais jamais cru ça. Vous savez, le jouet est une invention moderne. Le jouet commercial a été inventé à Ravensburg dans l'année 1600 et quelques. En Allemagne. Traditionnellement, les parents rapportent un jouet à leur petite fille de 2 ans et demi et lui présentent le capitalisme de marché. Ils lui disent, tu sais, c'est pas le Père Noël qui t'a apporté ça, c'est nous qui l'avons acheté pour toi. On va te donner ce jouet, c'est ton jouet. C'est pas le jouet de ton petit frère, c'est pas le jouet de ta petite sœur, c'est ton jouet à toi. Toi, c'est ta responsabilité, tu dois en prendre soin. Donc, soudain, ce petit enfant de 2 ans et demi, qu'est-ce qu'ils ont dit, papa et maman? C'est pas à mon frère, c'est pas à ma sœur, c'est à moi. Et donc cette petite fille, eh bien voilà, on lui a présenté ce que c'est que le statut, le pouvoir, la négociabilité, la propriété. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, mon petit frère, ma petite sœur, ils vont devoir payer pour jouer avec ma poupée. Voilà. Maintenant, il y a toute une génération des parents du millénium, nés en 2000, et ça commence déjà aussi en Asie, en Europe. Ils apportent un jouet à leur petit garçon, leur petite fille. Ils vont sur ces sites web de jouets partagés par catégorie d'âge, vous voyez. Vous payez un abonnement, vous avez un crédit, et puis vous êtes dans l'économie du jouet partagé. Ils rapportent un jouet pour un enfant de 2 ans et demi, ils lui disent, voilà,
Ce jouet, un autre petit enfant a déjà joué avec ce jouet. Elle en a eu tellement de plaisir, ça l'a fait sourire. Elle en a pris très grand soin, parce qu'elle savait qu'un jour, toi, tu voudrais jouer avec ce jouet. Tu joues toi maintenant avec ce jouet, et un jour, voilà, prends-en soin pour qu'un autre enfant puisse jouer avec. L'enfant apprend que le jouet n'est pas une possession définitive, c'est pas une propriété, c'est pas du statut, c'est pas du pouvoir, c'est un accès à une expérience agréable pour un moment dans le temps. C'est partagé. Et puis, prends-en soin pour qu'un autre enfant puisse avoir l'occasion d'en prendre soin. Ça se produit, en fait, maintenant à travers le monde. C'est pas quelque chose de marginal. C'est une révolution. Plus tard, l'enfant connaîtra le marché, le capitalisme. Ça sera une option, bien sûr. Il pourra être propriétaire, il pourra avoir accès à des expériences de partage dans une économie hybride. C'est une meilleure option d'être à la fois dans les deux mondes. On ne va pas éliminer la propriété, mais on va vers le partage de nos expériences en grand réseau. C'est la révolution. Comment est-ce qu'on paye pour tout ça? En Allemagne, les coopératives et les banques l'ont fait sans le gouvernement. Mais il faut payer les infrastructures. Donc, il y a ici une note que je fais distribuer ici, et cette note a été préparée pour Jean-Claude Juncker et son équipe, Manfred Schulz au Parlement européen, et je l'ai partagée avec certains de vos ministres aussi au gouvernement. En France. Nous allons vers l'étape suivante de l'expérience européenne. Vous savez, il faut des étapes. Parce que s'il n'y a pas de nouvelles étapes dans cette construction de l'Europe, l'Europe s'écroule. Donc on a commencé cette Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, France, Allemagne. Plus de guerre pour le charbon. Vous savez, la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Personne ne pensait que ça pourrait se produire dans l'histoire. L'Allemagne et la France ont dit on va partager l'acier et le charbon. Et puis, après on a dit on va partager le nucléaire. Et ça nous a fait passer une étape. Et puis la France a rejoint l'Allemagne pour le traité de l'économie européenne. Et puis il y a eu l'euro pour créer l'union monétaire. Et puis il y a eu la création de l'extension à 28 États pour créer une union géographique. Et puis la France et l'Allemagne se sont mises ensemble pour créer le Forum 20-20-20. La prochaine étape est une Europe verte numérique pour mettre en place l'infrastructure de la troisième révolution industrielle, communication, énergie, transport, au-delà d'une plateforme des objets, l'Internet des objets, pour qu'on puisse faire avancer l'Europe. Et ce qui est tellement intéressant, c'est que l'histoire se répète d'une nouvelle manière grâce à la direction de M. Percheron et de M. Verschure. Je sais que je vous embarrasse un petit peu en le disant, mais le Nord-Pas-de-Calais est maintenant va avec la Westphalie en collaboration pour mettre en place un partenariat transnational entre la France et l'Allemagne. On a besoin que le leadership de la France et de l'Allemagne puisse faire adhérer toute l'Europe. Comment le financer? L'argent est là. À Bruxelles, quand j'ai vu la direction, j'ai dit « Où est l'argent ?» Je leur ai dit « Mais vous avez l'argent !» En 2012, on a dépensé 740 milliards de dollars, 740 milliards de dollars sur des infrastructures en Europe en un an. Une année de récession. Public et privé, l'argent public et privé. Le problème, ce n'est pas l'argent, c'est où cela va. Où est-ce qu'il est investi? On l'investit dans nos nouveaux vieux. On investit dans des plateformes de la seconde révolution industrielle. Énergie fossile, des routes. Il n'y a pas plus d'efficacité à gagner dans ce système. C'est pour cela que la productivité baisse. Si on redonne des nouvelles priorités sur nos investissements, et donc 25% de ce qu'on investit dans l'infrastructure de toute façon en France ou en Allemagne ou dans tout pays européen, si 25% de ce qu'on va dépenser de toute façon est dépensé sur les nouvelles infrastructures pour que chaque région puisse faire ce qu'on fait dans le Nord-Pas-de-Calais, mettre une carte en place pour mettre de l'argent dans la nouvelle infrastructure, on fait avancer l'infrastructure vers le nouveau système. Il faut passer de l'ancien au nouveau. On n'abandonne pas l'infrastructure de la deuxième révolution industrielle, mais on commence à dépenser de l'argent à investir dans la troisième révolution industrielle.
Ça sera partagé avec toutes les industries en France. Pour mettre en place l'infrastructure, on a besoin des sociétés de télécom, les compagnies de câbles, les compagnies de SI, les sociétés de consommateurs, les sociétés d'énergie, les sociétés de transport et de logistique, les sociétés industrielles, les sociétés des sciences de la vie et du détail. Ça couvre tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire en France? Il faut réviser chaque immeuble en France. Ça doit être absolument remis en état. Ça consomme beaucoup d'énergie pour que ça puisse être des centrales de production d'énergie, comme en Allemagne. J'ai vu le ministère de l'Industrie. J'ai dit, voilà la façon de faire revivre l'industrie du BTP en France. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a eu des réunions sur l'étape suivante de l'exécution. Peut-être que je ne devrais pas le dire ici, mais 12 500 bâtiments ont déjà été remis en état. On va remettre en état 100 000 bâtiments d'ici 2020 en Nord-Pas-de-Calais. Des écoles, 300 écoles publiques. Et cette semaine, la décision a été prise de dépenser 900 millions d'euros pour les premières 100 écoles qui seront complètement rénovées, les transformer en centrales de production d'énergie. Et elles sont prêtes en 2021. Et on passera aux 200 bâtiments suivants. On crée des emplois dans le Nord-Pas-de-Calais. Semi-qualifiés, qualifiés, on vient de commencer. Chaque région en France pourrait le faire, devrait le faire. Ce n'est pas de la physique quantique, hein, on peut le faire dès demain matin. Et puis, il faut prendre tout le réseau électrique de France et le transformer et en faire un réseau intelligent, de cerveau mécanique à numérique. Mais qui va fabriquer tous ces compteurs numérisés? Qui est-ce qui va les mettre en place dans des centaines de milliers d'appartements en France? On a besoin d'usines, on a besoin d'ouvriers non qualifiés, semi-qualifiés, on a besoin de professionnels, de l'électricité, de l'informatique. C'est énormément d'emplois au cours des 40 années à venir. Il faut mettre des câbles. Numéro 3, il faut prendre tout le réseau routier, fluvial, ferré, transformer tout ce système en réseau numérisé, interconnecté, intelligent pour une mobilité de porte à porte. Ça signifie qu'on va pouvoir mettre des stations de recharge pour les véhicules dans tous les parkings. Donc, où que vous soyez, avec votre véhicule, vous pouvez renvoyer de l'électricité au réseau ou vous pouvez prendre de l'électricité au réseau. Pensez à toute cette construction de l'infrastructure. On peut investir facilement parce qu'il y a un retour sur investissement. Et ce retour sur investissement, ça va être les économies d'énergie. Voilà cette révolution. Ça peut être fait dans toutes les régions de France, demain matin. Dernier point. Cette nouvelle économie hybride, partage capitaliste, on partage les uns avec les autres et on produit en même temps. Comment est-ce qu'on réglera les gros problèmes auxquels le genre humain doit faire face? La raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, La société du coût marginal zéro. Mon éditeur m'a dit, mais tu ne peux pas vendre un bouquin qui s'appelle comme ça. Personne ne va lire un bouquin qui s'appelle La société du coût marginal zéro. Et un de mes éditeurs a changé le titre. Et il a fallu brûler tous les bouquins. Il a fallu réimprimer. La raison, c'est que le véritable problème de la famille humaine, je ne suis pas sûr qu'on le verra, nous, mais je sais qu'au moment où je le dis, ça veut dire peut-être que je ne vais pas trop loin, mais je ne suis pas sûr qu'on soit là pour le voir. Nous sommes une espèce jeune. Ça fait 175 000 ans. Ça fait 175 000 ans qu'on est là. Nous sommes dans un changement climatique. Ce n'est pas une question universitaire. J'étais impliqué depuis 1980, 1973 en fait. Moi, je pensais qu'on avait plus de temps. J'avais tort. Ce qu'on n'a pas anticipé, et ce qui me terrifie sur le changement climatique, si vous êtes un parent ou un jeune qui commence une famille, ce qui n'a jamais été expliqué dans le changement climatique, ce qui le rend terrifiant, c'est que ça change le cycle de l'eau sur le globe, très rapidement. C'est une planète de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, ce n'est pas intéressant.
Si on cherche une autre planète et qu'il n'y a pas d'eau, ce n'est pas intéressant. Notre écosystème s'est développé sur des millions d'années, sur un cycle de nuages et d'eau. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour chaque degré supplémentaire de température sur ce globe, en raison du changement climatique induit par l'industrie, pour chaque accroissement d'1 degré, l'atmosphère prend 7% de plus de précipitations. C'est-à-dire qu'il y a une absorption de l'eau qui est sur Terre, 7% de plus chaque fois qu'il y a 1 degré d'augmentation de la température. Et on a des événements climatiques de plus en plus extrêmes. Il y a des chutes de neige extrêmes, comme il y a eu en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. Il y a des inondations plus dramatiques dans toute l'Europe. Il y a des sécheresses plus longues. Il y a des tempêtes de niveau 3, 4, 5, mortelles. La Californie n'a plus d'eau. Elle est sèche, c'est fini. La plus grande source de maïs et de blé dans le monde n'a plus d'eau. Nous avons détruit des régions agricoles entières. Notre cycle n'est plus sous contrôle. Regardez ce qui se passe dans les informations chaque jour. Ça fait peur. Notre écosystème ne peut pas faire face à ce manque d'eau. C'est pire que ce qu'on a connu. Nos scientifiques nous disent que nous sommes dans le cycle de la 6e extinction de masse. Il y en a eu 5 précédemment, en 500 millions d'années. Chaque fois, la chimie de la planète a changé brusquement. Et il y a eu une extinction massive. En 10 millions, ça prend 10 millions de temps pour que la vie revienne sur Terre. À grande échelle. Nous sommes dans la 6e vague d'extinction. Nous sommes malades. Nos scientifiques nous disent qu'au cours des 2 dernières décennies du siècle, on a perdu 70% de toute forme de vie sur Terre. Dans ce cadre de temps-là, c'est un choc. C'est choquant. Ma femme me dit, on ne comprend pas l'énormité de ce qui se passe. Et je vous rappelle, sur le plan statistique, 99,5% de toutes les espèces qui ont été sur Terre, 99,5% de toutes les espèces qui ont vécu sur cette Terre sont venues et sont sorties, ont disparu. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec le passage à une société de coût marginal zéro, interconnectée, économie hybride? Le coût marginal zéro, c'est le point final qui nous permet de réduire notre empreinte écologique. Parce que l'efficacité agrégée, c'est que chaque étape de conversion, quand on prend les choses, les matières premières, les matériaux fossiles, et on transforme en énergie. Chaque étape de conversion, ça prend une forme d'énergie. Il faut mettre de l'énergie dans le produit quand vous le convertissez, quand vous le produisez, quand vous l'envoyez, quand vous le consommez. À chaque moment, il y a une partie d'énergie. Et vous en perdez une partie dans le processus. La seconde révolution industrielle aux États-Unis a utilisé 3%. En fait, l'efficacité était de 3%. Et on perdait 97% de l'énergie. En 1990, on est arrivé à 13% d'efficacité agrégée d'utilisation de l'énergie. Le Japon, en 1990, on est arrivé à 22% d'efficacité agrégée. Donc, quand vous entendez que les économistes disent « Mais pourquoi l'économie baisse? On a toutes ces technologies de la Silicon Valley, tous ces nouveaux produits. » Les économistes n'étudient pas la thermodynamique. Les ingénieurs le comprennent, cela. La productivité diminue parce que la seconde plateforme de la révolution industrielle ne peut plus produire de productivité. On est arrivé au maximum, c'est arrivé à 13-20%. Maintenant que nous avons tous nos smartphones et que dans chaque chaîne de valeur, nous utilisons notre propre analyse, nous essayons comment accroître notre efficacité agrégée et réduire nos coûts marginaux. C'est-à-dire que tout le monde est responsable, quelle que soit notre chaîne de valeur, pour utiliser moins de ressources terrestres parce que nous optimisons l'énergie, pour en utiliser moins en optimisant ce que nous faisons. Mais si ce que l'on produit a un coût marginal faible ou un coût marginal zéro,
Mais tout si cela est partagé, si nous partageons les véhicules, si nous partageons nos bâtiments, si nous partageons nos jouets, les équipements sportifs, nos outils, donc plus d'entre nous vont utiliser moins de ressources terrestres, on sera dans une économie circulaire, on redistribue et redistribue et redistribue. Et rien ne va à la décharge. Si on met en place l'Internet de l'énergie au cours des 25 années à venir, tout le monde produira sa propre énergie renouvelable propre dans les 25 ans à venir. Les courbes sont là, c'est une proposition industrielle, ce n'est plus un rêve universitaire. Si on peut passer de la propriété au partage de nos moyens de transport, ça sera extraordinaire. Et puis, on passera d'un système agricole qui nous permettra de diminuer la production de viande, par exemple. Et nous aurons un style de vie beaucoup plus sain. Tout ce que je suis en train de vous dire ici, c'est fait par quelqu'un en ce moment à travers le monde. Ce n'est pas des rêves universitaires. Il y aura la conférence ici en décembre sur le climat. C'est le grand moment de la France. Et il va y avoir un désastre ici. Bon, ça sera un changement cosmétique. Tout le monde va venir avec... Voilà, tout le monde sera comme ça, les bras croisés. Parce que chaque économie se contracte dans le monde. Donc ils voient ces buts de cette conférence climatique comme une punition. Mais ce qui manque ici, j'ai parlé à votre gouvernement ici, je ne sais pas s'ils ont bien compris. Ce que je leur ai dit, c'est que ce qui manque dans ces discussions, c'est le nouveau modèle économique, le nouveau narratif économique, pour qu'on puisse arriver à ces discussions de Paris avec cette proposition pour un monde vert de la troisième économie, parce qu'il y aura une réussite, parce qu'on remettra les gens au travail, il y aura de nouveaux modèles d'affaires, on va créer une économie du partage, on va diminuer ce que nous prenons la planète. Ça se produit en Allemagne, ça se produit au Danemark. Et voilà ce que je souhaite, que la prochaine étape de ce voyage, et j'aimerais bien que vous le fassiez suivre sur les médias sociaux, la France doit remettre la main dans la main de l'Allemagne à nouveau. Il est temps que la France prenne le devant, parce que la France a une expertise mondiale dans le domaine du câble, de l'électronique, du transport, de la logistique. Vraiment, vous êtes un niveau mondial. Mais il faut à nouveau que la France rejoigne l'Allemagne et qu'ensemble, vous disiez à l'Europe que nous voulons une Europe verte numérique. On va faire avancer, passer du marché capitaliste à un marché plus ouvert, que la France et l'Allemagne, la société civile, que les gouvernements régionaux, locaux travaillent ensemble. Et le reste de l'Europe va suivre. 500 millions d'habitants. Et encore 500 millions de personnes dans la région Méditerranée. Et peut-être que l'Europe et la Chine aient l'idée de cette route de la soie qui réémerge et collaborer de l'Irlande jusqu'à Shanghai. Et on va passer des géopolitiques où tout le monde est concurrent à un espace partagé. Dans un espace partagé, tout le monde doit partager. Il ne peut pas y avoir de centralisation parce que toutes les activités économiques sont locales, mais c'est partagé à travers tous les continents. Mon espoir, c'est que c'est le grand moment pour la France. Je suis tellement heureux que le Nord-Pas-de-Calais ait décidé de prendre les devants. Et on a bien fait dans la première révolution industrielle, vous m'avez dit. C'est nous qui avons commencé la première révolution industrielle en France. On a perdu la deuxième. Et vous m'avez dit, on ne va pas perdre la troisième. J'ai vu la mobilisation dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et c'est la région la plus mobilisée dans le monde aujourd'hui, le Nord-Pas-de-Calais, sur cette troisième révolution industrielle. Oui, l'Allemagne en a fait beaucoup, mais vous avez mobilisé toute une région, les universités, l'Élysée, les lycées, les chambres de commerce, les entrepreneurs. Et je dirais à tout le monde ici, Nord-Pas-de-Calais, ne me regardez pas, ne me croyez pas simplement, allez voir ce qui se passe dans le Nord-Pas-de-Calais. Regardez, chaque région en France devrait suivre ce modèle. C'est le moment de prendre cette décision. Faites passer le mot à tous vos amis. Peut-être que ce sera le nouveau dynamisme pour la France, un modèle pour le genre humain et pour notre vie sur la Terre. Merci.
question? Oh, okay, you're going to leave this? You won't see here. Jeremy, can you hear me? Yeah, Jeremy, I can hear you. Okay, great. I understand we can take some questions. Eh bien, nous pouvons prendre quelques questions, mais il faut parler dans le microphone. Yep. Okay. What? Tell him to wait I'm for the sorry. microphone. What is going to become an office building? in Que the deviendra next 10 un years? It's going to bureau? become, An office building will What did it we look like? still- À quoi va will we ressembler still un need bureau, office? un immeuble de bureau? Est-ce qu'on aura This besoin d'un immeuble de question bureau? was raised at the Cette construction question a at été National soulevée Conference à yesterday. la conférence du BTP. What's going to happen in Ce qui va se construction, I produire believe, is dans this. le BTP, c'est The ça. first industrial revolution, La première révolution communication, industrielle de la energy, communication, de l'énergie et des transport, transports took us to urban life. nous a Big, amené à la huge, vie dense urban urbaine, centers, des centres because urbains the très railroad denses, parce que required les hub chemins de to fer hub, avaient and where the besoin railroad stopped, de we could hubs, create et là big où il y urban avait centers une gare, ils where pouvaient you were créer des close to your centres work and urbains where you live. où on était proche And we de began creating l'endroit où cities vous with a million habitez, people. l'endroit où vous travaillez. On a créé des villes avec des millions de personnes. La deuxième révolution industrielle, la révolution des autoroutes, nous a amené à une distribution métropolitaine des habitations et des bureaux, où on vivait loin de notre lieu de travail. Et ça a créé un nouveau modèle d'habitation. La troisième révolution industrielle, énergie renouvelable, communication, eh bien, nos bâtiments sont totalement transformés. Ce n'est pas simplement des habitats ou des lieux de travail ou des lieux de loisirs. Ce sont maintenant des lieux multifacettes, des centres multifacettes. Chacun de ces nœuds de communication se connecte à travers le monde. C'est un nœud de communication, un nœud de production de l'énergie sur place, station de recharge pour votre véhicule électrique, qui est aussi une unité de stockage. Donc, tout ce parc industriel, parc d'habitation, parc de bureaux, devient un noyau où on génère nos propres activités. Par exemple, les bâtiments vont nous permettre de faire de l'impression 3 dimensions à un coût marginal zéro, parce qu'on peut prendre on peut mettre, par exemple, à un coût marginal zéro, recharger nos imprimantes avec des déchets plastiques, par exemple. Et tout ça à un coût marginal zéro. Tout bâtiment devient un espace fonctionnel global, pas seulement pour la vie sociale, mais pour la vie économique et pour la vie de loisirs aussi. Que va-t-il se passer avec les bâtiments eux-mêmes? Ce que j'ai dit hier, c'est qu'une économie de partage va passer de la propriété à l'accès. Et ce n'est pas simplement les jeunes qui ne seront pas propriétaires de voitures à l'avenir. Ils auront accès à la mobilité et les sociétés de transport vont gérer les logistiques du transport. Ils ne vont pas être propriétaires non plus de leurs habitats, de leur habitat. Ils voudront avoir accès à de l'espace, espace de vie, espace de travail, en cas de besoin. Ils ne veulent pas être coincés avec une hypothèque à 30 ans. Ils veulent avoir accès à un habitat et un lieu de travail. Alors, quel est le rôle de l'immobilier à l'avenir? Ça ne va pas se produire immédiatement, mais ça se produit rapidement avec l'émergence de l'économie de partage. Le BTP, les sociétés immobilières vont construire pour gérer plutôt que construire pour vendre. Construire pour gérer, non pas construire pour vendre. Leur boulot sera d'aider à agréger l'économie de partage pour que nous ayons peu de coûts marginaux et les sociétés de BTP et d'immobilier vont nous aider à gérer nos équipements, ils vont nous aider avec nos algorithmes pour faire partie de notre processus, que l'on soit PME, PMI ou pour accroître notre efficacité agrégée selon l'endroit où on va vivre. On va accroître notre productivité personnelle et partager les gains de productivité avec les sociétés de BTP qui gèrent ces lieux. Et ça peut être très localisé. Un parc industriel local, une petite PME, un parc de PME-PMI, on va avoir beaucoup de systèmes de gestion qui vont émerger localement parce que c'est échelonnable. Je crois que c'est la direction que nous prenons.
Mais je voudrais dire que je suis suffisamment âgé pour savoir que tout peut détruire ce dont je viens de parler ce matin ici. L'histoire est bizarre. Parfois, une génération peut faire l'histoire et parfois elle échoue. Il y a eu beaucoup de périodes sombres dans l'histoire. Je ne suis pas un techno-optimiste, je ne suis pas un techno-déterministe. Moi, la technologie, c'est simplement ce qui rend les choses possibles. C'est la conscience qui change les choses. Les enfants passent à un nouveau sens d'affiliation. Il y a eu des liens tribaux, des liens religieux, des liens idéologiques, basés sur la citoyenneté, par exemple. Et tous ces liens-là sont là, toujours là. Mais les jeunes sur Internet créent une nouvelle référence. Ils commencent à voir ce qu'est la biosphère, la planète entière comme leur communauté. Et on passe à la compréhension de ce qu'est la biosphère. J'étais dans le Nord-Pas-de-Calais, j'étais avec les lycéens. Les lycéens apprennent au lycée et ils rentrent à la maison et ils disent à leurs parents à la maison, papa, maman, pourquoi on a 2 voitures? Pourquoi est-ce qu'il y a une petite lumière rouge sur la télé? On ne l'utilise pas à la télé, pourquoi c'est branché? Et papa, pourquoi il utilise tellement d'eau quand il se rase? Et il y en a une qui est difficile pour la France. Les jeunes en France commencent à venir. Papa, maman, d'où vient ce steak sur la table? Certains de vos enfants vous le disent déjà. Ils se rendent compte que, voilà, il faut détruire la forêt pluviale, les forêts des Amazones, pour pouvoir faire grandir le bœuf qui finira en steak sur ma table. Eh bien, si c'est ça, les arbres disparaissent. C'est l'habitat d'espèces rares qui n'existent que là-bas en Amazone, qui seront éteintes. Et quand il n'y aura plus d'arbres, pour que finalement je puisse manger mon steak, il n'y aura plus d'absorption du dioxyde de carbone. Ça signifie que la température augmente. À 10 000 km de l'endroit où je mange mon steak, eh bien, il y en a un qui a coupé des arbres pour pouvoir le faire ça. Les enfants apprennent ce que signifie l'empreinte écologique. Ils apprennent que tout ce qu'ils font peut être mesuré en termes d'empreinte écologique. Et ils commencent à se sentir liés à la biosphère, où tous les liens sont là. C'est très nouveau. Mais vous savez, ma génération, dans les années 50, ne savait même pas de quoi on parlait. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'on va changer les bâtiments, on va changer beaucoup d'industries, mais le grand changement, eh bien, c'est ce que les enfants font dans les salles de classe. Ils sont sur Skype, ils apprennent les uns des autres. Il y a des milliards de gens sur Facebook. Ils sont reliés les uns aux autres. Vous savez, il y a encore des guerres tribales dans le monde. Il y a encore des guerres idéologiques dans le monde. Il y a encore des guerres nationalistes à travers le monde. Mais peut-être que la nouvelle génération va arriver pour parler des liens invisibles qui nous lient à la biosphère qu'il faut sauver. J'espère qu'on l'aura fait à temps. Good morning, Mr. Rifkin. I'm such a fan that I'm a bit happy. I'm so glad to see you Je suis today. tellement heureux de vous voir aujourd'hui. Envoyez un email à ma famille parce qu'ils ne lisent pas mes bouquins. Donc si vous êtes un fan et vous avez lu mon bouquin, dites-le à ma famille. Je suis ingénieur civil dans le Nord et nous travaillons depuis 2 ans sur l'impression 3D et nous sommes très heureux aujourd'hui de voir une convergence technologique sur la 3D et nous espérons avoir des solutions pour aider de façon dans l'humanitaire, en Afrique, en Inde, partout ailleurs, comme vous le savez. Nous avons quelque chose à vous montrer qui est très important à Valenciennes, dans le nord de la France, qui s'appelle la construction 3D. Et c'est la Chambre de commerce qui nous finance. Et je serai très heureux de vous voir dès que vous pourrez venir comment imprimer l'avenir des gens qui ont besoin de maisons à un coût marginal zéro. J'aimerais bien le faire, effectivement. La chose importante sur
l'impression 3D, c'est que ça démocratise l'industrie. C'est parfait pour les PME, PMI et même pour les bricoleurs. Ce qui est important, c'est que tout est source ouverte, open source. Les gens sont en train de financer ça de façon collaborative à travers le monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent des matériaux recyclés comme produit de base, à un coût marginal zéro. Numéro 3, c'est de la fabrication additive. Par exemple, dans les industries, on apprend aux gens qu'on prend un gros morceau de la nature, de matière première, on coupe des morceaux, on le façonne. Vous savez, c'est très inefficace. C'est comme la cuisine française, vous savez, c'est merveilleux. À la fin, c'est la meilleure cuisine du monde. Mais avec la création par supplément, vous utilisez le logiciel pour avoir des matières premières de recyclage qui construisent couche par couche le matériau et le produit. On utilise 90% de matériaux en moins. Et certains de ces 3D fonctionnent sur de l'énergie renouvelable. Certains utilisent, par exemple, les voitures électriques sur de l'énergie renouvelable et revendent de l'électricité. Voilà, on va fonctionner. Les PME, PMI, c'est une renaissance pour les PME, PMI. Cette semaine, dans le Pas-de-Calais, les lycéens me l'ont dit, il y aura dans chaque lycée une imprimante 3D. Ça sera la première région du monde où dans chaque lycée, il y aura une imprimante 3D. Ça sera ouvert à la communauté des parents après les heures d'école. C'est la première région du monde où il y aura ça. Chaque école publique aura un laboratoire de fabrication à 3 dimensions, parce que toute une génération va grandir. Ils vont être sur Skype, ils vont partager la connaissance pour créer des produits physiques qu'ils pourront partager les uns avec les autres, que ce soit même sur le marché capitaliste. Ce qu'ils vont faire, c'est ce que les parents ont fait. Les parents du millénium ont utilisé leur logiciel pour créer des biens virtuels, la musique, les vidéos YouTube. Là, ils vont créer des biens physiques en 3 dimensions. Si vous pouvez l'amener à COP21. Mais ça, c'est la France qui doit le faire. Et disons au leadership français, à M. Hollande, président Hollande, il y a un an, il a dit « on ne va pas rater la 3e révolution d'Israël ». Vous vous souvenez, il l'a dit publiquement. Ce ne sera pas simplement la Chine, l'Allemagne, on sera là aussi. C'est temps pour la France d'aller de l'avant avant décembre et de mettre au monde, de mettre cette feuille de route. C'est intéressant. Ça sera très amusant. Le Nord-Pas-de-Calais a mis en place un plan et le président Hollande a dit oui, on va le faire. Avoir un train à Paris pour tous les délégués, 300 personnes qui pourront prendre ce train pour venir dans le Pas-de-Calais lors de la conférence, pour aller dans cette vieille région minière, voir ces terrils. Vous vous souvenez? Et ils vont voir les bâtiments des mineurs qui ont été transformés et chaque petite maison est devenue un centre de production électrique. Même l'église est un centre de production électrique. Nous aimerions que les directeurs du monde entier viennent voir une église solaire dans le nord de la France et de voir ces lycéens qui pourront partager avec le reste du monde. J'espère que vous serez tous sur ce train. Ce sera une manière de présenter au monde le fait que la France est véritablement à la tête et est prête à partager les meilleures pratiques avec toutes les régions du monde. Parce que les autres régions du monde peuvent aussi nous apprendre quelque chose. Mais on peut relever la tête et dire oui, il y a une région en France qui est mobilisée de façon plus élaborée que n'importe quelle autre du monde. Donc c'est des bonnes nouvelles. Merci beaucoup de votre attention.